si vous n'aimez pas travailler, cette spécialité n'est pas pour vous. Dès la première, j'avais fait les portes ouvertes, je m'étais renseignée assez vite. Et ça débloque plein de choses aussi, la semaine d'intégration, on découvre toute la promo. J'étais un profil assez timide au lycée, mais j'ai toujours eu envie de prendre la parole. Super, dis donc c'est pas mal comme premier stage, voilà. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ways, le podcast où l'on explore des parcours inspirants et singuliers. Ici on accueille plein de guests différents, des étudiants bien sûr, mais aussi des professeurs, des alumni et des professionnels aux horizons variés pour qu'ils nous racontent leurs expériences et pour comprendre leurs choix déterminants. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Anaëlle, salut Anaëlle. Et le Gaspard. Étudiante au bachelor à Audencia puis au programme Grande École, on va voir comment t'as fait le tour des boulangeries françaises, des parties en mission humanitaire à Bali jusqu'à pitcher des projets devant tout Microsoft. Mais avant ça, une question primordiale, comment ça va ? Ça va super et toi ? Ça va très bien. Alors, avant d'évoquer ton parcours à Audencia, est-ce que tu peux nous parler un peu de d'où tu viens ? Qu'est-ce que tu as fait avant d'intégrer Audencia ? Oui, bien sûr. Alors moi, je viens de Couëron, c'est à côté de Nantes, et j'ai fait un lycée à Saint-Dominique, à Saint-Herblain. Et moi, la particularité, c'est que j'ai choisi de faire le bac STMG. Donc en fait, je suis de l'année 2003, donc du coup, c'était la période où il y avait la réforme. La fameuse réforme. Et on m'a dit, Anaëlle, c'est très simple, pour ton bac, tu choisis tes 3 matières préférées si tu veux poursuivre en général. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, j'étais moyenne partout. J'avais pas une appétence particulière ou une matière préférée. Je bossais pour être moyenne dans tout. Et à ce stade-là, je savais que je voulais aller en entreprise plus tard. J'étais plutôt orientée marketing. Et je me suis dit, il y a un bac qui est plutôt technique et orienté entreprise, c'est la STMG. Mais j'avais un peu des a priori, vu que c'est un bac qui est un peu mal vu et je comprends pas pourquoi. De beaucoup de préjugés. Mais... Voilà, mais maintenant je peux dire que c'est des a priori complètement infondés, parce que c'est un bac qui vous offre l'opportunité de voir et du marketing, et la partie comptabilité, la partie juridique. Enfin, c'est hyper complet. Et si vous savez qu'en plus, derrière, vous voulez partir vers cet horizon-là, c'est hyper utile d'apprendre ça dès maintenant, et c'était vraiment génial, quoi. C'est sûr, moi aussi je le vois au programme Grande École. Je viens de prépa ECG, mais j'ai vu des gens qui viennent de prépa ECT, donc qui ont fait un bac STMG avant, et ils ont déjà des clés dans les matières de comptabilité, toutes ces matières-là, alors que nous, on a pris un peu de temps avant de s'y mettre. Mais... Exactement, non, mais franchement, ça t'apprend plein de choses dès le début, et puis en plus, derrière, si tu fais une école de commerce, t'as plein de clés que les autres n'ont pas. Notamment sur la partie comptabilité qui est un peu dure. Et si tu l'as vu 2 ans auparavant, et tu réappliques ce que tu vois en première année et ça te permet d'avoir un avantage sur les autres. C'est sûr. Et comment ça s'est passé pour toi Parcoursup ? Est-ce que tu as eu des moments un peu stressants ? Est-ce que tu as eu des déceptions ? Est-ce que tu as eu des galères ? Ou est-ce qu'au contraire ça s'est bien passé ? Parce qu'on sait que c'est une période difficile. Actuellement les étudiants sont en plein dedans. J'ai mon petit frère qui est dedans actuellement, donc tu vois, je parle un petit peu avec lui et je peux lui donner un peu mon retour d'expérience sur ce sujet-là. Et c'est forcément un petit peu stressant, on ne sait pas trop ce qu'on peut mettre comme choix. Ce qui est important de faire, c'est regarder autour de soi, discuter avec les professeurs aussi, qui savent vous guider en fonction de ce que vous préférez, ce qu'ils analysent de vous aussi au quotidien. Donc ça, c'est important. Puis c'est vrai que moi, j'avais mis tout ce qui était autour du BUT, donc GEA, TC. Après, j'étais partie sur école de commerce parce que j'avais visité Audencia, donc je savais déjà que ça me plaisait C'était une évidence pour toi, Audencia ou... Oui, j'avais vraiment accroché avec l'école et avec le programme. Et en fait, dès la première, j'avais fait les portes ouvertes, donc je m'étais renseignée assez vite. Et donc, si j'avais mis une école de commerce, et j'avais choisi que ce serait Audencia. Et puis après, j'avais mis tout ce qui était prépa, effectivement, parce que j'avais un bon niveau pendant ces 2 années-là. Et c'est vrai que, donc, du coup, je m'étais dit, tente aussi la partie prépa. Et j'ai mis quelques BTS aussi pour compléter le choix. Et puis, le jour où on a eu les résultats, tout était... soit j'avais tout, soit j'étais en liste d'attente, mais très bien positionnée. Et au final, j'ai vu que petit à petit, j'avais tout ce que j'ai pu demander. Donc franchement, c'était génial, j'étais super contente. Et puis tu me demandais si j'avais eu un peu peur ou j'étais stressée. J'étais plutôt stressée de quel choix faire finalement. Ah oui. Et c'est pas, franchement, c'est quand même une chance. Ma mère me disait... c'est le stress du roi, parce qu'il y en a qui stressent pour d'autres raisons. Voilà, c'est ça, on est d'accord. Forcément, tu te poses des questions sur les années à venir et si tu fais le bon choix. Le choix, c'est pas simple. Mais non, après, je me suis dit, écoute, t'as envie d'expérience,
tu as envie de partir aussi à l'étranger et faire des stages, Audencia, fais-le maintenant. Tente le bachelor Audencia, comme ça tu peux faire tout ça maintenant. Et la prépa, ça me stressait aussi un petit peu, honnêtement. Donc je me suis dit, voilà, tu feras ces 3 ans-là, et puis tu feras les admissions parallèles. Je m'étais déjà renseignée sur comment après on fait pour avoir un master, pour me déstresser et me dire, si tu te sens pas de faire prépa maintenant, pars en bachelor. Il faut aussi beaucoup s'écouter dans ces moments. C'est un ressenti aussi à avoir. Et en fait, je regrette absolument pas, vu tout ce qui était à venir après. Ouais, c'est le principal. Voilà. Donc maintenant, on va parler de ton intégration à Audencia. Est-ce que ça s'est bien passé dans un premier temps ? Est-ce qu'il y avait des choses de prévues pour votre intégration ? Oui. Quand on est arrivé, directement, je crois qu'on avait des sessions avec notre classe pour se rencontrer, échanger, dire d'où on venait, ce qu'on avait fait avant. Faire des rencontres, les premières rencontres. Oui, voilà. Et vous étiez combien dans la promo ? Je ne saurais pas te dire exactement. Je pense qu'on était autour des 300, il me semble. C'était pas mal. Donc on avait plusieurs classes et puis donc on avait des premiers cours un peu découvertes. Après, forcément, on a des soirées aussi parce que les personnes qui ont un an de plus que nous, on a des... Comment ça s'appelle ? Des personnes qui nous suivent. Comme un parrain, une marraine. Exactement, on avait un parrain marraine. Donc eux, ils nous embarquaient dans leurs soirées et ça nous permettait aussi d'aller rencontrer plein d'autres personnes derrière. Et après, avec les classes, on est aussi amené à échanger et se dire, on fera un bar après les cours, et ça te permet de te sentir à l'aise et mieux intégré. Et puis après, le mois d'après, on a eu une semaine d'intégration. Et ça débloque plein de choses aussi, la semaine d'intégration. On découvre toute la promo. Et puis après, c'est lancé et tu as tes potes, ton groupe d'amis pour sortir. Voilà, et c'est comme ça que tu te fais des contacts. Ok, et c'était quoi justement cette semaine d'intégration ? C'était une semaine où on partait en camping. Donc c'était le BDE qui prenait en charge cette semaine-là. Et on avait pris le car... à peu près 3 heures de route pour atterrir sur un super camping, et on avait des soirées de prévues et des activités en journée. Donc piscine, des jeux quelconques, et c'était vraiment pas mal. C'est très dynamique, très sympa à faire. Vous avez carrément une semaine. Nous, c'était juste le week-end d'intégration, mais semaine d'intégration, ça devait être... Non, en fait, c'était un week-end, je te dis n'importe quoi. C'était 3 jours. 3 jours. On jours, partait le vendredi et on revenait dimanche. Ok. Et donc, première année, nouvel environnement, nouveaux cours. Bon, toi, tu étais quand même déjà de la région. Il y en a qui venaient, je suppose, de plus loin. Ouais. Est-ce que ça a été déstabilisant ? Enfin, comment tu t'y es pris ? C'était quoi ton état d'esprit en arrivant ? C'est vrai qu'on se dit, c'est facile pour toi, tu viens déjà du coin. Mais c'est vrai que du coup, moi, je venais pas de Nantes même. Alors que les personnes qui viennent pas de Nantes, ils ont un appartement à Nantes. Et donc, ils sont dans le centre de Nantes. Et moi, c'était un peu moins facile parce que c'est pas très bien desservi en transport. Et quand il faut rentrer plus tard, t'as pas forcément plein d'options. Et j'avais un peu cette appréhension-là au début de me dire, est-ce que je vais être intégrée pareil, en sachant que moi, j'ai un peu plus de temps de transport, c'est moins facile. Il faut que j'aille dormir chez des gens pour pouvoir rester aux soirées aussi. Donc, c'était une appréhension. Et puis, j'avais ma meilleure amie aussi qui était pareille que moi. Et donc, du coup, elle avait une voiture. Donc, déjà, on pouvait s'aider comme ça. Moi, après, j'ai pu prendre la voiture de ma mère. Donc, on disait, une fois c'est toi, une fois c'est moi. Et puis, après aussi, parce qu'on avait fait ces premiers bars-là, ces premières soirées, on pouvait après dormir chez nos copains qu'on connaissait. Et c'était plus facile comme ça. Ok. Et au niveau des cours, est-ce que c'était déstabilisant par rapport à la STMG ou... Alors, au niveau des cours... Non, pas pour moi. C'est vrai que c'est des cours que je connaissais déjà. C'est toujours bien de revoir. Il n'y avait pas tout que je savais. C'est des nouveaux cas d'entreprise aussi. C'est vrai qu'on faisait plus de cas d'entreprise, plus de projets de groupe. Donc, c'est intéressant de mettre au profit ce que toi, tu sais déjà, l'apporter au groupe et après faire des restitutions orales de ce projet-là. C'était plus du long terme. Et c'est vrai que ça, c'est une notion que j'avais moins appris pendant le lycée. Et ça, c'était nouveau pour moi. Mais c'est vrai que sinon, sur d'autres parties, la comptabilité, j'étais pour le coup assez rassurée parce que j'avais déjà vu ces notions-là. Donc ça, c'était pas mal. Ça m'a rassurée aussi pour les partiels. Ok, tant mieux. Tu as pu évoquer justement les projets de groupe, les cas d'entreprise. Est-ce que tu as un projet qui t'a marqué durant cette première année ? Ouais, on avait fait un projet... c'était Danone, le projet, et il fallait qu'on mette en avant le produit Volvic. Et donc comment tu allais marketer un lancement de campagne autour de Volvic. Donc ce qui est intéressant, c'est que tu as déjà les premiers cours marketing,
donc tout ce que tu vas pouvoir utiliser après pour ton projet de groupe. Et puis après, tu venais avec ton groupe en tant que consultant devant le professeur. Et il me semble qu'on avait eu un autre jury aussi, quelqu'un qui venait de l'extérieur qui pouvait commenter. Et donc, on fait cette restitution-là sur un projet qu'on a mené depuis 3 mois, à peu près. Et donc ça, c'était très intéressant. Et c'était pas trop dur de pitcher des projets, de faire autant de rencontres et tout? Si, alors, moi, il faut savoir que j'étais un profil assez timide au lycée, mais j'ai toujours eu envie de prendre la parole. C'est bizarre, hein, c'est un ressenti. On est un peu réservé, mais on sent qu'on a quand même envie de prendre la parole et d'évoluer sur cette partie-là. C'est ça, ouais, non, mais c'est pour te montrer l'évolution. Mais non, et c'est vrai qu'au début, moi, c'était pas évident. J'étais plutôt timide et réservée. Et plus tu vas prendre la parole à l'oral, plus tu vas te rendre compte que les gens, ils ne jugent pas finalement. Il ne faut pas avoir peur du jugement. Ouais, bien sûr. Il faut se dire que tu sais ce que tu vas présenter et qu'en fait, il n'y a pas de problème. Et voilà. Donc, ça, c'est vrai que tu l'apprends encore plus à Audencia parce que tu fais beaucoup de restitution orale. Et j'ai déjà pris un gap sur cette partie-là. Et en plus, après, sur la partie entretien où tu t'apprends à te connaître, à te pitcher personnellement, qu'est-ce que tu fais, voilà. Donc tout ça, tu montes en compétence et c'est une compétence qui est vraiment essentielle, hein. La prise de parole dans le monde professionnel, c'est hyper important. Ouais, c'est sûr, dès qu'on arrive à Audencia, il y a plein de rencontres, il y a plein de projets à l'oral, donc forcément, ouais, et ça, c'est vraiment on est amené intéressant. à devoir parler. Ouais. Est-ce que tu as pu faire un stage pendant cette première année ou à la fin? Ouais. Grande particularité du programme Bachelor d'Audencia, c'est qu'en première année, ils nous disent vous allez partir 2 mois en stage à l'étranger. Ça peut être un peu inquiétant, hein, au début, on se dit j'ai jamais quitté ma maison et comment je vais faire, et surtout on n'a pas forcément de contact. Et donc du coup nous on a le Career Center qui est un groupement donc, qui fait partie de Audencia qui va nous coacher et nous aider. On avait eu plusieurs sessions sur nos emplois du temps. Donc la première session, c'est comment on trouve son réseau, comment on construit son réseau. Essayez de penser aux contacts que vous avez à l'international ou via votre famille. Voilà, commencez comme ça et peut-être que vous allez pouvoir trouver quelque chose comme ça. Et puis après, c'est tout ce qui est candidature spontanée. Donc faites votre CV, apprenez à faire votre CV même si vous n'avez pas énormément d'expérience parce qu'on venait du lycée. C'était tout le challenge en fait de ce stage. Et donc comment on peut faire un meilleur CV, montrer, se mettre en avant par rapport à ça et après avoir une liste spontanée de plein d'entreprises pour postuler en fait et voir si on peut trouver. Le Career Center, il t'aide justement à trouver des entreprises Oui, on a il nous avait donné un Excel, il nous avait dit vous avez 2 semaines pour mettre 30 entreprises. Après ça passait à 60 avec nom de l'entreprise, le contact et les personnes, qu'est-ce qu'ils font et comment vous allez pouvoir les contacter. C'est un exercice qui, on se dit au début, ça fait beaucoup, 30, 60, c'est voilà. Mais en fait, il faut le faire parce que c'est vrai qu'on part de rien aussi, hein, donc c'est en ayant de la spontanéité qu'on peut derrière trouver quelque chose, quoi. Ouais. Donc, on avait des sessions comme ça où après, elle faisait le bilan avec nous. Elle disait, sur les personnes que tu as contactées là, à combien tu as eu une réponse? Est-ce que tu as une réponse positive? Est-ce que tu as pu avoir un entretien? On a tout aussi notre Via Tomorrow. On peut contacter les alumni ou les personnes qui ont déjà fait des stages l'année passée. Ça peut aussi nous aider parce que c'est des entreprises qui ont déjà eu des stagiaires. Et donc, c'est intéressant d'aller demander les contacts comme ça aussi. Tomorrow, juste qui permet de contacter les anciens étudiants, je remets juste le contexte. Précises, oui, donc toi, tu as eu une réponse positive, je suppose, et comment ça s'est passé? Oui, moi j'avais fait cet Excel-là, et aussi en parallèle, j'avais un contact à l'étranger, qui était un ami qui avait fait un échange universitaire dans mon lycée. C'est la seule personne que j'avais, et coup de bol, je l'ai contacté. Je lui ai dit que je cherchais un stage de 2 mois. Il m'a dit, la mère de ma meilleure amie a potentiellement quelque chose que je lui avais dit que je cherchais plus dans le marketing. Je te redis, et en parallèle, moi, je faisais mes recherches spontanées. Donc après, j'avais eu, moi, un entretien à Dublin via une candidature spontanée. T'as dû te rendre à Dublin ou c'était en visio? C'était en visio. J'étais pas allée à Dublin, non, pas. Mais j'avais eu une proposition, voilà. Ah oui. Ouais. Et en parallèle, il m'avait recontacté, il m'avait dit, écoute, ma meilleure amie, enfin la mère de ma meilleure amie veut bien te rencontrer et avoir un échange avec toi. Elle vient de Microsoft.
essaye de voir si c'est possible. Super. Dis donc, c'est pas mal comme premier stage. Voilà, on peut essayer. Et donc, j'avais eu cet entretien avec elle, qui était plus en fait une conversation, qui je suis, d'où je connais mon amie, qu'est-ce que je recherche, voilà. Elle, au début, c'est vrai qu'elle connaissait pas trop ce système de stage. À l'étranger, il faut savoir qu'on a moins, les écoles proposent moins de stages comme ça à l'étranger. Et donc, du coup, elle savait pas trop si c'était possible dans le cadre de l'entreprise. Et donc, elle m'a dit qu'elle allait se renseigner. En parallèle, je continuais avec mon process à Dublin. Et puis ensuite, elle est revenue vers moi. Donc, le stage était pour janvier. Elle est revenue vers moi en décembre. Parce que moi, c'est vrai que je poussais un peu plus pour partir à Microsoft. Et donc, du coup, je n'ai pas dit où c'était, mais c'était à Copenhague. Ok, oui. Et elle m'a dit, écoute, j'ai regardé, ça va pouvoir se faire. C'est bon. Donc, j'avais dit, écoute, je pars pour cette expérience-là. Et donc, après, en janvier, je logeais du coup chez les parents de mon amie. Donc, c'était super parce que c'est assez rassurant parce que tu pars à l'étranger déjà pour 2 mois. T'es quand même accueilli dans une famille. Oui, et puis t'as au moins un contact. Voilà, c'est pas qui le est total inconnu. assez rassurant. Et puis, en plus, eux, ils parlent anglais du coup avec moi. Oui. Donc ça, c'est super pour monter en compétences parce que tu vas et parler anglais lors de ton stage et aussi quand tu rentres à la maison pour raconter ce que tu as fait la journée. Donc déjà, tu prends un gap vraiment assez important. Donc ça, c'était vraiment bien. Et c'était vraiment 2 mois génial. La ville à Copenhague, je sais pas si tu as déjà été, mais... Non, jamais été, mais c'est vrai que ça donne envie. C'est génial. C'est vraiment une petite capitale où tu peux faire plein de choses. Les gens, leur mentalité, ils ont une façon de penser qui est vraiment géniale. Ils donnent tout pour le travail, mais ils sont conscients que le travail, ça t'amène... Il faut que ça soit sain pour qu'après, sur ta vie perso... tu puisses développer plein de choses avec le sport, les amis, les activités, voilà. Donc, c'est très orienté comme ça et je trouve que... c'est un peu la mentalité des pays nordiques. Exactement. C'est vraiment cette mentalité-là et c'est génial. Ok. Et c'était quoi tes missions concrètement dans ce stage ? En quoi il consistait Alors, c'était un stage du coup orienté marketing. Donc, j'étais pour l'ERP de Microsoft. L'ERP, c'est les progiciels. Type, peut-être que plus te parler Salesforce. C'est utilisé en entreprise pour synchroniser en fait toute la donnée et pour tous les services. Et donc, dans le cadre de ce stage, je tenais une communauté client où ils posaient beaucoup de questions autour du progiciel. Et donc, j'activais cette communauté-là. Et puis après, j'ai eu des petites missions en interne avec un peu un photoshooting où après, j'ai mis une énorme affiche, tout un projet marketing en interne à Microsoft. Donc, c'était vraiment super sympa. Et puis, comme elle avait jamais eu de stagiaire avant, elle prenait le temps pour moi pour m'expliquer. Ah, trop bien. Et les gens aussi venaient vers moi pour me demander du coup, comment tu t'appelles, tu viens d'où Donc vraiment, ils étaient très ouverts d'esprit et j'ai beaucoup aimé l'univers du coup tech que j'ai pu découvrir. Ok. Première année post-bac, avoir un tel stage, c'est une chance. Hein, c'est franchement, oui, c'était vraiment une super opportunité et j'ai adoré. Vraiment, c'était génial. On passe à la deuxième année. Qu'est-ce qui a changé concrètement au niveau des cours en deuxième année à Audencia au bachelor ? Alors, ce qui a changé, c'est qu'il y avait des électifs qu'on pouvait choisir en plus. Et puis, donc c'était plutôt des électifs website, création, donc création d'un site internet. On avait eu un truc aussi tout autour du stress. Ça, j'avais choisi ça aussi, parce que c'était assez sympa. Donc ça, les électifs que tu pouvais choisir sur ton premier semestre. Et puis après, tu partais 6 mois en stage. Donc, enfin, c'était 4 mois en stage, mais moi, j'ai fait 6. J'ai poussé un peu plus. Parce que ça fonctionne comment les stages au bachelor ? C'est donc 2 mois, après 4 mois ? C'est 2 mois, 4 mois, 6 mois en troisième année. Donc c'est vraiment super parce que tu peux trouver plein de... Enfin, ça te fait des opportunités de carrière ça fait beaucoup d'expérience à la sortie du bachelor. Exactement. Et puis tu peux faire, j'ai pas précisé, mais tu peux faire un échange universitaire aussi en deuxième année, si tu veux. Trop bien. Et je crois aussi que tu peux partir en double diplôme en troisième année. Donc, tu vois, ça répond à plein de profils différents et tu as plein d'opportunités différentes. Donc, c'est vraiment super. Donc, c'est les premiers cours, on a eu ces électifs-là, plus les matières classiques de management.
Et puis après, j'ai dû partir sur une autre recherche de stage. Donc, je suis partie sur 6 mois pour une société en Belgique. Et on va en parler de cette société parce que justement, c'est un des gros points du podcast. Est-ce que tu peux nous parler de ce stage ? Où est-ce qu'il était ? Quelles étaient tes missions ? Alors, on rappelle que c'est en 2e année post-bac. Oui, j'avais 19 ans. Et à cette période-là, donc, on recommence la recherche de stage. Là, l'avantage, c'est qu'on a déjà un peu plus à dire sur son CV. C'est sûr. Donc ça, c'est pas mal. Et moi, j'utilisais beaucoup LinkedIn. J'ai commencé à faire plein de recherches différentes. Ça n'est pas forcément à quelque chose. Et puis, j'ai trouvé en interne aussi dans mon réseau quelqu'un où son alternant de master partait de cette société-là. Et donc, il avait fait une rupture de contrat à partir de janvier. Et c'était une, on va dire, start-up belge spécialisée dans l'hygiène. Et en fait, eux, ils étaient implantés en France depuis 5 ans et ils avaient besoin de quelqu'un pour développer la partie commerciale sur la France. Et donc, j'ai saisi, je me suis présentée, j'ai fait les entretiens. J'ai été sélectionnée puisque c'était un peu aussi un moment où il fallait trouver quelqu'un. Voilà, quelqu'un partait. Donc, oui, ça, c'est le bon moment. C'était un peu le bon moment. Les étoiles étaient alignées. Voilà. Exactement. Ce qui est intéressant avec les sociétés belges, c'est que du coup, ils m'ont vraiment responsabilisée directement. La société était à Anvers. Et puis, j'allais avoir une action nationale en France. Donc, il faut une voiture, il faut une carte essence, il faut une carte pour réserver tes hôtels, vu que tu vas partir un peu partout en France. Donc, les premières semaines, c'était une formation sur les produits. Donc, c'était de l'hygiène pour les restaurants et les boulangeries. Et il faut savoir qu'ils avaient une stratégie B2B. Donc, déjà, ils distribuaient leurs produits chez les distributeurs en France. Ok. Les distributeurs, eux, ils ont plein de produits différents. Ils ont l'hygiène, du beurre, du sucre, plein de choses différentes. Et après, les distributeurs, eux, ils vont vendre ces produits-là en boulangerie ou chez les restaurants ou chez les hôtels. Et donc, ils ont des forces commerciales qui viennent les aider pour vendre ces produits-là. Et la partie hygiène n'était pas trop favorisée parce que on n'y comprend pas trop. On ne sait pas trop comment le vendre, c'est un peu cher aussi, donc le client, il n'a pas forcément d'intention, il faut le pousser aussi le produit. Et mon rôle, c'était d'aller aller chez ces distributeurs-là, faire une semaine avec eux. Donc déjà, tu fais une réunion pour présenter un peu les produits, notre portefeuille. Et puis après, tu dis, sur la semaine, je vais partir avec toi, sur toute la semaine, et je vais faire les clients avec toi. Je vais te montrer, je pars une journée sur les clients que tu fais d'habitude en boulangerie. Tour de France, voilà, alors, c'était Tour de France pour les distributeurs qui, eux, étaient... Donc, j'ai fait Lille, j'ai fait du Nantes, j'ai fait Nice, j'ai fait des coins paumés aussi, voilà, il n'y a pas que les villes connues. Après, donc, du coup, je partais avec eux sur la journée. Et donc, c'était top parce que, déjà, en amont, tu dois apprendre à t'organiser. Donc, on va dire, moi, on m'a filié la semaine chez tel distributeur. On me dit, Nel, c'est sur cette semaine-là, tu seras avec tel distributeur. Ok, je te donne le contact de la personne qui gère les équipes commerciales. Et après, tu demandes la liste de ces équipes et tu les contactes un par un pour savoir avec qui tu fais la semaine. Ok, très bien. Après, tu prends ton téléphone, tu contactes, tu organises ta semaine comme ça. Maintenant que tu as les jours, quand tu sais avec qui tu fais, tu demandes où est-ce qu'on se retrouve. Et puis, par rapport à ça, tu regardes pour prendre tes hôtels. Parce que des fois, c'était à 1 heure de la destination, donc il fallait pouvoir s'organiser. Donc déjà, ça t'apprend énormément, pouvoir t'organiser en amont sur ta semaine. Et puis après, quand tu vas... Tu fais la journée avec eux. Il faut que tu puisses leur montrer déjà comment vendre. Donc, c'est là où c'était intéressant parce que j'étais plutôt jeune. Donc, tu ne te sentais pas un peu illégitime au début, oui. Quand tu commences... Un peu un syndrome de l'imposteur. Exactement, exactement. Parce que tu fais la journée avec lui. Donc, tu montres devant son client, qui est par exemple, on va dire, un boulanger, comment il faut vendre le produit devant lui. Donc, il y a 2 actions. Il y a en 1, former le commercial avec qui tu es. Et en 2, essayer de faire une vente avec la personne que tu as en face. Donc, c'était hyper responsabilisant. Les premiers, tu stresses un peu. Ah, c'est sûr. Et puis après, c'est vraiment super riche. Que tu te donnes plein d'exemples concrets
parce que tu parles au quotidien avec le client, tu sais aussi les objections qu'il peut te donner, donc tu adaptes en fonction. Peut-être que la première objection, tu l'as maltraitée, mais demain, tu la traiteras mieux avec un autre client. Donc ça t'apprend énormément aussi à savoir pitcher quelque chose, savoir en parler, faire des démonstrations, pourquoi mon produit il est bien, voilà. Et donc c'était vraiment super responsabilisant et c'était une super expérience. C'est dingue en deuxième année après le bac directement de partir comme ça partout en France. Est-ce que, parce que tu nous as parlé que tu allais voir plein de clients, est-ce que tu as une anecdote d'un moment où ça s'est mal passé, vraiment la pire expérience avec un client qui t'est arrivé, que tu peux nous partager? Ça m'est arrivé, c'était un matin où j'allais en boulangerie avec un commercial. Ouais. Et puis dès que j'ai mis un pied à la porte, le commercial a dit je suis avec cette société aujourd'hui. Ah non, je ne veux pas voir cette société catégorique. Dans ma boulangerie. C'est pas la peine, elle peut rester dehors. Ah, ok. Sympa. Donc, dans ces cas-là, on laisse déjà le commercial gérer parce qu'il connaît un peu mieux la personne. Voilà, du coup, il force un peu quand même pour que je dise écoute, elle peut rester quand même avec nous. Voilà, elle va te parler rapidement du produit. Et, oh non, ça vaut pas la peine, ça m'intéresse pas, etc. Donc après, comment toi tu réagis face à ce genre de situation ? C'est peut-être d'essayer de comprendre pourquoi ça n'allait pas et l'écoute. Dans ce cas-là, il faut écouter le client et vraiment être à ses soins pour faire en sorte que les prochaines fois, ça se passe mieux. Et que si là, ça s'est mal passé, et sur les prochains mois et mois à venir, on fera en sorte que ça se passera mieux. Et petit à petit, du coup, le client, après, est plus sympa aussi avec toi parce qu'il voit que toi, tu l'es avec lui et que tu ne te braques pas. Et après, derrière, c'est assurer un suivi avec lui particulier parce que je sais qu'il avait été déçu sur une promotion qu'on avait faite les années d'avant par l'ancien alternant. Et bien, après, je lui ai envoyé directement par mail, j'ai pris son contact et je lui ai dit les prochaines promotions, c'est bien. Tu seras le premier informé, voilà. Trop bien. Et c'est comme ça que j'avais apaisé un peu la situation. C'est bien, ça finit bien au moins. Ouais, mais c'est vrai que c'est des beaux exemples parce qu'au début, on se braque un peu, on se dit oula, qu'est-ce qui se passe ? Et on apprend aussi à surmonter l'obstacle et se dire comment toi, face à ce genre de situation, tu réagis et tu apaises la situation pour que ça se passe mieux après, quoi. Ok. Tu nous as parlé d'écoute, tu nous as parlé d'organisation. Globalement, si tu devais tirer une leçon de ce stage, qu'est-ce que ce serait ? C'est quoi vraiment la valeur ou le soft skills un peu que tu as développé grâce à ce stage-là ? C'est un peu bête, comme je veux dire, mais le relationnel. Ok. C'est quelque chose qu'on a déjà en soi, mais c'est quelque chose que tu développes au quotidien, en grandissant, quand tu prends de l'âge où tu deviens encore plus confiant. Et plus tu vas te forcer à aller vers les autres et à apprendre des autres, plus aussi tu vas savoir être apprécié de tout le monde et avoir une force commerciale. Là, je parle pour l'expérience commerciale parce que c'est vrai que l'écoute client est hyper importante. Savoir, par rapport à l'écoute client, placer ton produit commercialement pour que ça fasse sens et que ça soit une vente en fait lisse et adapté aux besoins du client. Donc ça, c'est ce que j'ai le plus appris au sein de ce stage. Et la partie organisation aussi. C'est important d'être organisé sur sa semaine pour pas avoir de problème de destination ou autre. Ok, voilà. Génial. Il y a une autre thématique dans un autre registre que je voulais aborder qui englobe ces 2 années. C'est le côté associatif. Est-ce que tu as pu t'engager dans des associations au bachelor de Dentia ? Si oui, quel était ton rôle et quelles associations c'était ? Je me suis orientée vers le BDE de Dentia. Donc j'ai fait campagne en 2e année. On était en concurrence avec 3 listes sur une semaine. Donc en amont, il y a toute la préparation de campagne. Qu'est-ce que nous, on va proposer sur cette semaine-là ? C'est aller chercher les votes des étudiants. Exactement. Donc que ce soit dans les soirées, mais aussi sur le campus, parce qu'il y en a qui sortent pas forcément aussi, et qui sont pas à toutes les soirées. Et en termes de communication aussi sur les réseaux sociaux. Et puis il y avait toute la partie aussi challenge propre au BDE. C'est une campagne qu'on n'a pas gagnée cette année-là, mais c'était super intense et super intéressant pendant la semaine de campagne de pouvoir être en concurrence avec ces 2 listes-là, voir comment tu as les votes de tout le monde et pourquoi tu n'as pas gagné sur cette année-là. Mais par contre, après, j'ai refait en 3e année BDE.
Ok. Et cette fois-ci, on avait été pris. Ah, trop bien. Enfin, parce que aussi la réforme avait changé et que les BDE s'est passé en 3e année. Oui. Donc on avait eu le T'as droit pu de te se représenter. représenter. Ok. Et du coup, ça avait été nous cette Trop bien. fois-ci. Et là, pendant cette année, j'étais responsable partenariat. Ok. Donc c'est d'aller chercher des codes promo pour les étudiants. Donc dans ces cas, tu fais le tour des popotes à Nantes, des restos qu'on fait au quotidien, dire écoutez, est-ce qu'on peut mettre une réduction propre à Audencia? Quand ils présentent la carte Audencia, est-ce que c'est possible? Après, tu fais toute une communication autour. Et puis j'avais eu, moi, la particularité, c'est que j'avais eu en plus un partenariat avec Caliceo. Ok. Donc ça, c'était assez intéressant parce que du coup, ça mettait en avant le côté sportif où on pouvait aussi avoir des réductions et c'était assez intéressant. Trop bien. Et le gros projet du BDE, c'est le week-end d'intégration. C'est vrai que j'ai eu cette partie intégration. Y participer, Oui. Donc on a organisé le week-end d'intégration pour la 3e année. Et moi, sur cette partie-là, vu qu'il n'y a pas trop de partenariats, j'étais plutôt en charge des mineurs. Ok. Et donc, c'était eux, on avait une règle de l'administration de les mettre sur une partie, sur plusieurs bungalows répartis sur une même zone. Oui. Et en plus, il fallait qu'on ait une autorisation parentale aussi ou quelque chose comme ça. Et donc, il fallait que je puisse récolter toutes les autorisations parentales des mineurs pour ce week-end d'intégration. Et donc, ça, c'était ma responsabilité. Et c'était aussi... en amont, il fallait être assez organisé pour avoir tous les éléments avant de partir. Ouais. Et puis, pendant le week-end, s'assurer que tout va bien aussi pour les personnes pour les mineurs aussi, du coup, parce que c'est vrai qu'il y a de l'alcool et donc il faut faire attention avec les bracelets. C'est vrai, nous, on n'a pas ce problème vu que c'est après la prépa, donc généralement, il n'y a pas de mineurs, mais au bachelor, voilà. Donc, c'est être vigilant sur cette partie-là et aussi les sensibiliser. Nous, on est là pour que ça se passe bien. C'est un week-end d'intégration, donc faut faire attention aussi. Et il y a plein d'autres manières de s'intégrer qu'avec l'alcool. Bien sûr. Est-ce que tu as des anecdotes par rapport à ce week-end d'intégration ou un souvenir qui t'a marqué ou juste globalement, est-ce que c'était un bon souvenir? Ouais, c'était un super souvenir, c'était génial. Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'on avait fait une soirée mousse c'était un camping où on avait tout un espace soirée mousse et nous on était en rose. Ah oui. Et je me rappelle d'une super photo de tout le groupe avec toute la mousse et c'était vraiment un chouette moment. Et on a eu un super temps. Le temps, ça compte beaucoup aussi. Donc je sais que c'est un week-end qui avait été beaucoup apprécié des personnes d'Audencia. Ok, trop bien. Donc fin de la 2e année. Est-ce que tu as eu un projet pendant l'été entre la 2e et la 3e année? Oui, j'ai eu c'était un projet humanitaire. Ok. Donc ça s'appelle Projet 360 en été. Donc on peut soit faire projet humanitaire, soit maintenant, il me semble qu'on peut travailler sur 2 mois. Mais toi, c'était que l'humanitaire Ouais, moi, c'était à cette époque-là, c'était que l'humanitaire. Et sinon, en 3e option, on pouvait faire une classe summer, quelque chose comme ça. Donc je crois que c'est des internationaux qui viennent à Nantes. Et vous passez 2 mois avec, quelques sessions, etc. Donc moi, j'avais choisi la partie humanitaire. Et on avait fait des recherches, on pouvait partir à 2. Donc moi, je partais avec ma meilleure amie. Et on avait trouvé via l'annuaire, justement, des étudiants, quelqu'un qui l'avait fait à l'association Ronald McDonald Charité. Ok. Et donc, c'était localisé en Indonésie, à Denpasar, c'est à Bali. Et ce qui était intéressant avec cette association, c'est que c'était pour aider les enfants malades. Donc c'était un beau projet que j'ai vraiment beaucoup apprécié et très touchant. En fait, ce qui est pas mal avec cette association, c'est que à Bali, vous avez, il y a les hôpitaux et il y a des chambres dédiées pour les parents, en fait, s'ils veulent dormir, se reposer, qui est assez sympa. Tout en restant proche de leur enfant qui est en chimio ou autre. Et en plus de ça, il y a une maison pour accueillir justement ces parents-là et les familles. Parce que c'était localisé à Denpasar, c'est là où il y a l'hôpital principal. Mais c'est vrai qu'ils peuvent être aussi plus loin. Et faire ces allers-retours-là, ça coûte trop cher, c'est embêtant, ils ne sont pas sur place.
Et ils étaient accueillis dans cette maison et c'était vraiment super. Et pendant ces 2 mois, du coup, j'étais plutôt sur la partie animation. Ok. Où on venait, nous on vient de l'étranger, on est française, donc c'est apprendre c'était ça, ta des 2 mission cultures. au quotidien, c'était ok. Apprendre des 2 cultures, donc échanger avec les parents, les enfants, faire des activités avec les enfants, faire des activités avec les parents aussi. On a fait des cours d'anglais, un peu de cours de français. Mais après, ils parlent pas trop bien anglais, donc en vrai, c'était surtout orienté... Des petits mots, des voilà. trucs comme ça. Mais eux aussi, ils avaient vraiment cette envie de partager. Ah, donc on a aussi appris de leur culture et c'était vraiment génial. Ok. Bah, impressionnant, trop bien. On suit l'ordre chronologique, donc on arrive en 3e année. Est-ce que tu as dû te spécialiser ? Oui, on a le choix d'une spécialisation et moi j'avais choisi entrepreneuriat. Ah, trop bien. Ouais, c'était génial, j'avais beaucoup hésité, on avait marketing, sinon commerce, et puis je m'étais dit, entrepreneuriat, ça m'a l'air sympa, et surtout que c'était lors d'un amphithéâtre où on avait la présentation des différentes spécialités, et c'était Dan Evans qui gérait cette spécialité-là, entrepreneuriat, et puis le premier mot qu'il avait dit pour cette spécialité, c'est « si vous n'aimez pas travailler », cette spécialité n'est pas pour vous. Ah, génial. Et j'aime bien les petites phrases comme ça, un peu impactantes. Ouais. Puis après, il avait découlé sur tout ce que ça comprenait derrière. Et c'est vrai que c'était un gros programme. C'est en 4 mois, on apprend à monter une société. Il y a des intervenants qui viennent nous apprendre. Vous avez pu rencontrer des pros. Exactement. Il y avait vraiment une énorme diversité dans les intervenants qu'on a pu avoir et sur différents sujets. Et c'était génial de pouvoir voir d'une progression 0 à l'infini, comment tu crées une société. Et en plus, on était en groupe. Donc, c'était vraiment super de voir aussi sur un projet de groupe comment toi, tu prends ta place, comment tu apportes tes idées, comment tu restitues, tu fais la partie orale aussi avec ton groupe. Donc ça, c'était vraiment super. Et le format était top parce que tu avais la théorie. Et puis après, tu mettais en pratique directement. On avait des sessions devant le jury. On disait, sur ce qu'on a vu dernièrement, voici comment on a avancé avec notre projet. C'était hyper concret. Et c'est vrai que c'est intéressant quand tu restes sur le même projet. Parce que comme ça, tu vois l'évolution jusqu'au bout et ta société de créer, quoi. Et donc, c'était quoi ce projet ? Il y a une entreprise qui a pu découler de tout ça ? Oui, c'était l'entreprise Commode. Donc, c'était de souvenir, on mettait en avant le fait qu'on pouvait aller piocher les vêtements chez les uns et les autres. C'était un peu un Vinted, un peu du dressing, en disant qu'on réutilisait aussi les vêtements à proximité des uns et des autres. Et donc, c'est un projet qui avait continué derrière par 3 membres de mon groupe, où on était passé en fait à la fin de l'année, enfin à la fin du premier semestre, devant des jurys qui c'était l'incubateur en fait d'Audencia. Ah oui, ok. Et en fait après tu pouvais, parce qu'on partait en stage après, et tu pouvais, si tu étais sélectionné, travailler pendant 6 mois sur l'entreprise que tu avais construite. Pour le coup, vraiment avoir des fonds avec Audencia et la construire pour de vrai. Ok. Et donc on était passé, on avait été sélectionnés et il y avait 3 de mon groupe qui avaient décidé de continuer cette entreprise. Ok. Voilà. C'était quoi ton rôle toi dans l'entreprise ? Alors on était plutôt polyvalent, on faisait un peu de tout. Moi j'avais beaucoup pris, j'aimais bien la partie un peu business plan, business model. Alors c'était quand même tout le groupe qui travaillait dessus. Oui. Mais la mécanique autour du financement, je trouvais que c'était intéressant. Les freins aussi utilisateurs, la réutilisation du vêtement, quels freins ça va amener, comment tu rassures les potentiels clients. Et puis toute la partie marketing aussi, communication, que j'aimais bien. Ok, trop bien. Bah, c'est sûr que l'entrepreneuriat, ça reste une priorité à Audencia. Nous, il y a 2 semaines, on a eu un bootcamp sur l'entrepreneuriat. On a pu, pareil, rencontrer des pros. On a eu aussi la présentation de l'incubateur, justement. On a fait des petites activités, des escape games. Ok, c'est vrai. C'est trop bien. Ouais, on a pu parler aussi au programme Pépites, Pays de la Loire, qui aide... Justement, moi, l'année prochaine, je vais peut-être m'y inscrire. Donc tu peux faire aussi, toi, une spécialité entrepreneuriat. On peut se spécialiser en entrepreneuriat aussi à la fin du master.
mais on peut aussi, même pendant nos études, en parallèle, faire ça et être accompagné. Donc c'est trop mais bien. en tout cas, je te recommande parce que tu vois vraiment de tout. Ça t'apprend plein de choses, même sur l'environnement autour de l'entreprise juridique. Ouais. C'est quoi les règles, dépôt du brevet, ça t'apporte vraiment plein de connaissances. Et puis aussi, tout sur la partie orale aussi, tu fais beaucoup de restitution. Ouais. Et on avait eu à la fin aussi un concours de pitch avec notre promo entrepreneuriat. Et on présentait en 3 minutes, donc j'étais passée sur scène avec un ami qui faisait partie du groupe. Et on présentait en 3 à 5 minutes le projet. Et après, on avait gagné le prix du public. Ok, trop bien. Voilà, donc c'était un super exercice. Ok, donc tu nous as dit que tu souhaitais pas continuer dans l'entreprise et plutôt faire un stage. C'était quoi ce stage donc le 3e On a fait le 1er, le 2e et maintenant le 3e. Oui, c'est ça, voilà. Ouais. Alors, ce 3e stage, du coup, dans ma réflexion, je m'étais dit, tu as fait du terrain l'année dernière. Eh bien, monte peut-être au siège l'année prochaine. Okay. Et donc, j'avais trouvé chez Suntory. Suntory, c'est le groupe Orangina, Schweppes, Oasis. Trop bien. Donc, c'est tout ce groupe-là. Et c'était pour un poste de catégorie manager. Okay. C'est un super poste parce que tu restes dans l'équipe commerciale, tu as un portefeuille client, et puis c'est comment tu vas activer des leviers stratégiques pour qu'il y ait encore plus de ventes sur ces produits-là chez ton client. Et les leviers stratégiques, ça peut être une campagne où tu vas mettre de grandes affiches autour de ton produit dans l'infrastructure de ton client pour attirer l'œil des personnes qui vont, par exemple, au cinéma. Ouais. Ça peut être aussi la partie merchandising. Comment tu fais en sorte que ton produit soit visible à l'œil du client pour qu'il soit le plus sélectionné. Pareil sur des leviers menus. Aussi, par exemple, quand tu as un menu, c'est pas anodin que tu aies avec, à côté de ton sandwich, une bouteille de Coca ou une bouteille d'Orangina. C'est négocié. C'est vrai, ah oui, c'est négocié. On n'y pense pas, mais... Ouais, c'était super intéressant. Et donc ça m'a appris plein de choses sur la partie un peu commerciale, comment tu actives avec ton client ces leviers-là. Et puis après, sur la partie marketing aussi, trade marketing, on dit, où là j'étais en collaboration avec des agences de graphisme pour ces projets-là. Donc tu deviens aussi un peu chef de projet en parallèle, tu dis voici ce qu'on souhaite faire sur tel univers-là, tel mot qu'on veut mettre. Est-ce que vous pouvez me faire un premier retour ? Après, quand tu as un premier retour, il faut que toi, tu dises tes recommandations. Mais il faut faire aussi attention aux règles de l'entreprise. Parce que sur ce produit-là, par exemple, il y a un chef de produit. Donc, il faut aller voir avec la charte graphique, est-ce que ça correspond aussi à leur charte graphique. Okay. Et donc, eux, ils peuvent te faire des recommandations. Donc, c'est vraiment super intéressant à différents niveaux, prendre les retours de chacun pour avancer sur un projet et le voir après à la fin ce projet réalisé, quoi. Bon, c'était ça que j'avais beaucoup aimé, c'est que le stage je l'avais fait de janvier à juin, puis après j'avais pu voir les affiches que j'avais pu faire quand j'étais allée au cinéma ou c'est super dans les voir en concret. Stations d'essence, donc c'était assez intéressant. Okay. Et tu l'as trouvé comment ce stage ? Super responsabilisant. C'était vraiment génial parce que ça me montrait bien que suite au stage que j'avais fait avant, j'avais une bonne compréhension terrain. Et puis après, tu montes un peu de niveau avec des clients différents. Déjà, dès tes premiers stages, tu avais des super responsabilités. Ouais. Et c'était vraiment un stage très responsabilisant parce que j'avais plein de choses à faire. J'avais différents managers aussi, donc il faut aussi apprendre sur la gestion du timing. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup appris dans ce stage-là, apprendre à gérer tes priorités. Parce qu'on va te donner quelque chose, mais un autre manager va te donner aussi autre chose, et peut-être que ça va créer un problème entre la priorité de l'un et l'autre. Et tu t'accordes, tu fais une petite matrice temporelle, qu'est-ce qui est le plus urgent, à qui tu dois faire quoi en premier, et ça, c'était vraiment super. Bon, j'ai vraiment adoré ce stage aussi. Et donc, je suppose que pendant ce stage, tu préparais aussi la suite. Donc, tu réfléchissais oui, c'était à la assez prochaine rentrée. Ouais. Donc, tu devais préparer les concours pour les entrées aux grandes écoles. Comment est-ce que tu faisais justement pour t'organiser ? Tu nous parlais beaucoup d'organisation pendant tout le podcast. Oui. Comment tu as réussi à allier ce stage et en même temps travailler les concours C'est vrai qu'on était sur la dernière année de bachelor, donc on avait le master derrière et je savais que je voulais continuer en master.
Donc déjà, dans l'organisation, moi, j'avais pris un appartement à 15 minutes à pied du stage. Ça aide beaucoup, hein, c'est déjà rassurant. Tu gagnes du temps. Et puis après, moi, je sais que grâce au fait que j'étais à côté de cette entreprise, je pouvais me lever plus tôt. Je me levais à 6h, 6h30. Je faisais des premières révisions de Taj-Mahal. Après, j'allais au travail. Et puis le soir, je refaisais quelques petits exercices. Donc c'est une petite organisation de temps comme ça. C'était un peu, des fois, on dit on est un peu fatigué de le faire le matin, mais c'est pas mal parce que tu sais qu'à telle heure, tu dois partir au travail. Ouais. Donc ça te rythme bien, même si tu fais 30 minutes, 1 heure, tu te dis, je fais cet exercice-là, et puis après, je reviendrai dessus le soir. Voilà. Puis après, tu t'organises sur le week-end aussi. Sur le week-end, c'est important de continuer à travailler pour préparer tes concours. Mais si tu fais que ça, tu vas plus en pouvoir à un moment et ça va pas bien se passer pour toi. Donc, ce qui était intéressant, c'est que moi, je prenais mes fiches. J'allais, vu que j'étais sur Paris, j'allais dans les super belles bibliothèques. Il y en a une, François Mitterrand, si vous voulez aller voir, elle est top. J'y allais le matin, du coup, je prenais ma place. L'environnement est silencieux, tout le monde travaille, donc ça te donne un rythme pour rester concentré. Puis après, je prévoyais un bar avec des copains ou une sortie. Et du coup, ça crée un équilibre. C'était plus sympa, voilà. Ouais. Ça te permettait d'être plus studieuse et en même temps faire passer le truc, voilà. Donc ouais, c'est comme ça que je me suis organisée. Trop bien. Et les concours, ça s'est bien passé ? Oui, les concours se sont bien passés. J'étais assez stressée à la base du Taj-Mahal parce que moi, j'aimais pas trop ce genre d'exercice de réflexion. Taj-Mahal, on a de la logique, on a d'analyse de texte. Voilà. Il y en a qui sont plus ou moins à l'aise sur ces exercices de rapidité, vite décider quelle case tu coches, voilà. Et en plus, nous, c'était la période où c'était des points négatifs, donc des fois, tu savais pas la réponse, donc tu savais pas trop si tu répondais ou pas, voilà, donc c'était assez stressant pour moi. Et après, tu avais la partie TOEIC aussi à passer en amont. L'avantage, c'est que comme tu fais des stages déjà à l'étranger, tu as un niveau aussi où c'est plutôt correct. Après, le TOEIC, c'est beaucoup d'entraînement sur le vocabulaire, la grammaire, ça, c'est assez important. Et donc ça avait passé déjà cette première étape-là, qui s'était du coup, in fine, bien passée. J'avais un TOEIC pas trop mauvais. Le Taj-Mahal, il était moyen, mais il était passable. Okay. Et puis l'avantage, c'est que j'avais un super dossier. Ah oui. J'avais un super dossier, j'étais à 15-16 de moyenne. Et ça, déjà, ça m'aidait beaucoup. Et puis après, j'ai postulé donc à Audencia. Et aussi, tout le concours, je crois que c'est écrit comme. Donc, tu as plusieurs écoles dedans. Tu as Kedge, Neoma. Oui. Tu as plusieurs écoles. Et donc, après, tu as la réponse, je crois, vers cette période-là, mais si tu passes les entretiens. Donc, j'ai été sélectionnée, j'ai fait les entretiens. Et puis, les entretiens se sont bien passés. Ouais, c'était quoi un peu les épreuves, les oraux et tout ? Comment ça s'est passé ? Il y a 2 épreuves, une en anglais, une en français. Okay. En anglais, c'est sur la motivation, mais ça peut être aussi sur un sujet d'actualité avec qui tu vas débattre avec ton jury voilà, sur quelque chose. Donc, c'est lui qui drive un peu la discussion et c'est voir comment toi, face à ça, tu leads la conversation, les mots de vocabulaire que tu as, et c'est comme ça qu'il attribue une note. Ça s'est bien passé, c'était très bienveillant. Puis tu avais l'entretien de motivation. Là, c'était un peu plus long. C'est entre 20 et 30 minutes, il me semble. Et donc, il faut que tu as 2 personnes en face de toi. Tu vas parler de ton projet, qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu veux cette école-là, qu'est-ce que cette école va t'apporter. Et il faut savoir que les jurys peuvent prendre des fois un rôle d'acteur aussi, hein, qui est un peu plus sympa que l'autre. L'autre qui va poser des questions un peu plus pushy. Mais pourquoi t'as fait ça et pas ça ? Moi, c'était un peu mon cas. On m'avait dit, mais pourquoi t'étais pas partie en échange ? Vous challenge un peu, quoi. Et elle m'avait répété plusieurs fois la question. Il faut pas se déstabiliser à ce moment-là parce que c'est là où tu montres que t'es pas à l'aise et que t'as pas confiance en toi. Alors que si tu sais que ton projet, tu l'as choisi pour telle et telle raison et que c'est pour atteindre ce niveau-là, derrière, ils peuvent rien dire. Ils se disent, franchement, parcours solide, t'es sûr de toi. L'étudiante est sûre d'elle. Okay. Donc c'est comme ça que ça s'était passé. Et j'avais une très bonne note, un 16 ou un 17. Trop bien, bravo. C'était bien passé. Mais tu as des conseils, justement, être sûr de soi, mais au-delà de ça, pour la préparation des oraux ou même la préparation des concours pour les oraux, moi, ce que je vous conseille, c'est apprendre à parler de soi, des expériences que vous avez eues.
des cours marquants et projets marquants que vous avez eu dans le cadre de l'école et quel rôle vous avez eu. Je sais qu'on peut vous poser la question en projet de groupe, c'est quoi ton rôle, voilà, ce genre de questions. Donc préparer ces petites questions, pourquoi toi, pourquoi cette école-là. Donc après dans ta préparation, il faut aussi que tu prépares pourquoi Audencia, connaître les programmes et toi sur les programmes qu'ils proposent, quel programme toi tu vas choisir. Ok. Donc c'est comme ça que je vous conseillerais de vous préparer. Et puis après le dynamisme, être à l'aise, être souriant. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est des gens qui sont là aussi pour avoir une discussion, pour apprendre à connaître quelqu'un. Donc voilà, il faut pas trop stresser, tout va bien se passer et voilà. Ok. T'avais été pris où comme école ? J'avais fait que Audencia et Newa. Parce qu'en fait, bon, c'était un peu particulier, mais je savais que je voulais le programme en alternance. Ah oui. Et à ce moment-là, j'avais déjà une alternance. Donc en fait, j'avais déjà shortlisté les 2 écoles qui me plaisaient le plus pour cette partie-là en 2 ans d'alternance. Et t'as choisi Audencia Bien sûr. Pourquoi t'as choisi Audencia J'ai choisi Audencia parce que déjà de 1, je connais l'environnement. Ouais. J'avais déjà bien apprécié le bachelor. Donc la continuité est aussi plus simple. Tu sais à quoi t'attendre. Aussi pour le programme, c'était une spécialisation marketing et business développement. Okay. Donc moi, j'aimais c'est justement ce que tu disais qui bien te plaisait avoir les 2. Voilà, pendant l'entrepreneuriat. Exactement. Donc j'aimais bien avoir les 2, donc je me suis dit pour 2 ans, c'est intéressant. Et puis aussi pour une question de localisation, puisqu'ils avaient un campus à Paris pour les cours et un campus à Nantes. Donc je pouvais choisir, soit j'étais 100% à Paris, parce que je savais que mon alternance allait être à Paris, soit j'ai resté aussi faire mes cours à Nantes. Et donc j'ai choisi de faire mes cours à Nantes, parce que je connaissais déjà le campus. C'était lequel ? C'est le Gare Maritime. Ok, ouais. Et on fait aussi un peu d'Atlantic Campus. Okay. Et j'avais aussi envie de découvrir l'Atlantic Campus aussi, que je connaissais pas. C'était où les oraux, justement ? On les avait fait à l'Atlantic Campus. Ok. Ouais. Non, donc ça nous permettait aussi de découvrir. On avait eu les fanfares, les pom-pom girls, les amisseurs et tout. Oui, je vais le faire cet été, donc j'espère qu'on pourra faire c'est cool. C'est vraiment sympa. Un truc similaire. Donc là, on arrive à un gros sujet, c'est celui de ton alternance. Donc tu dis que tu l'avais déjà trouvé. Oui. Donc l'alternance chez Microsoft. Ouais, exactement. Ouais. Comment est-ce que tu l'as trouvé ? En fait, dans le stage où j'étais, je m'étais fait la réflexion, est-ce que tu veux rester en initiale ou partir en alternance ? Et c'est vrai que je me suis dit, t'as un bon profil professionnel, j'avais envie de continuer dans cette dynamique-là. Et je me suis dit, t'as 2 expériences plutôt agroalimentaires, pourquoi pas repartir sur ta première expérience qui t'avait plu en tech. Okay. Et c'est là aussi, on parlait aussi beaucoup d'IA. Et donc, je me suis dit, prends le train, vas-y, et apprends autour de la tech et de l'IA. Et donc, j'avais postulé. C'est une offre que j'ai trouvée sur LinkedIn. Et après, j'ai été sélectionnée pour les entretiens et c'est comme ça que ça s'est fait. Tu as des conseils un peu pour quelqu'un qui voudrait passer les entretiens dans une grosse boîte de tech, globalement, comment on s'y prend Ouais. Moi, les conseils que je peux donner, déjà sur votre CV, c'est intéressant si vous gardez l'horizontalité de votre CV. Moi, je parle en tout cas pour les grosses boîtes de tech, mais c'est vrai qu'il y a ces systèmes maintenant de scanning. Où ça fonctionne avec les IA. Voilà. Où c'est intéressant si vous mettez un CV où vous avez une image là au milieu d'un texte. L'ordinateur peut mal lire vos expériences. Donc, c'est un premier conseil que je donnerais. Après, on parle beaucoup du CV de finance. C'est bien de garder ce modèle-là, mais vous pouvez l'adapter avec des couleurs, des choses aussi sympas. Vous pouvez mettre aussi quand même des logos, mais peut-être vraiment garder ce système d'horizontalité. Moi, c'est ce que je conseille pour être sûr qu'en tout cas, s'il y a un système de scanning, que ce soit bien lu. Après, autre conseil pour que votre CV il soit attirant, je dirais pas hésiter à quantifier ce que vous avez fait, mettre de la data, de la donnée, ça montre votre impact, et mettre aussi des mots-clés qui ont vraiment aussi un poids. Leadership, ownership, voilà, okay. C'est un peu ces mots-clés-là, et puis aussi des mots-clés propres à l'industrie pour laquelle vous postulez.
Parce que comme ça montre que voilà, vous avez peut-être, je sais pas, des certifications propres à la tech ou une expérience liée à la tech. Et donc, du coup, votre CV va être mis en avant. Et je négligerai pas aussi la partie centre d'intérêt, hobbies. Vraiment, ne négligez pas cette partie-là. Parce qu'une fois que vous passez cette première étape, vous pouvez avoir un contact avec un RH. Et puis, si vous voyez des managers, pour toutes les boîtes de tech, ils vont vouloir aussi parler avec quelqu'un qui veulent recruter. Ouais, c'est sûr, ils pèsent l'aspect humain. Exactement, donc ils savent sur la partie expérience que ça a déjà été checké. Ils vont en discuter avec vous, forcément, sur un entretien. Il faut que ça matche aussi avec le poste. Mais moi, j'ai déjà eu des entretiens où on a parlé pourquoi j'avais mis gastronomie dans mon CV, ou j'ai déjà parlé de wakeboard. Et c'est le côté humain aussi qu'on recherche chez quelqu'un. Et ça, c'est aussi propre aussi à la tech, où on va vouloir recruter quelqu'un qui a une histoire aussi à raconter sur soi et qui est assez ouvert pour aller vers les autres, parce que c'est une compétence qu'on recherche dans ces univers-là. Ok, trop bien. Et tu t'y plais chez Microsoft parce que bah voilà, on imagine un petit peu, mais moi j'imagine vraiment des locaux à la Silicon Valley, peut-être avec des robots, des trucs comme ça. Oui, globalement, c'est quoi un peu ton quotidien là-bas? Est-ce que tu t'y plais, la vie aussi à Paris? Ouais, c'est une super expérience. Hein. C'est vrai que les locaux sont assez huge. Il y a plein d'étages et plein de choses à faire. On a une super cantine, un petit pop-up où tu peux aller prendre ton petit déjeuner. Donc c'est des beaux espaces. On a des belles salles de réunion aussi, et c'est vrai que les locaux sont assez sympas. Et puis sinon, oui, hormis ça, je me plais énormément dans ce que je fais au quotidien. Je trouve que c'est super intéressant de pouvoir travailler dans ces univers-là qui bougent tout le temps, en fait. Et de pouvoir apprendre de ça, c'est vraiment génial. Ouais, c'est ça. Et même, peut-être sans nous en dire trop, c'est quoi ta mission là-bas? Qu'est-ce que tu fais? J'ai commencé en tant que Customer Success Manager. Ok. Donc là, on est sur l'après-vente. Le produit a été vendu et c'est tout autour de l'adoption chez ton client. On s'assure que ton client adopte le produit parce qu'il y a une phase de déploiement. Oui. Et ça, c'est le rôle du Sésame, on dit. Ensuite, au bout de cette première année, je me suis dit, j'aimerais bien m'orienter un peu plus business. Donc sales, suite aussi aux expériences précédentes que j'ai pu avoir, et monter en technique sur un produit. Et donc je suis maintenant sales spécialiste cloud and AI sur la partie cloud du coup de Microsoft, qui est Azure. Ce qui est intéressant avec ce poste-là, c'est qu'on a un portefeuille client, et c'est en fait comment tu vas accompagner ton client dans la modernisation de ses applications, pour aussi qu'il adopte l'IA par rapport au projet qu'il a, pour voir si sa data aussi est optimisée. Donc en fait, c'est vraiment un accompagnement par projet. Et ce que j'aime bien autour de cette mission-là, c'est dire à ton client où est-ce que tu veux être maintenant, dans 5 ans, dans 10 ans, et comment, avec la technologie, je vais pouvoir t'apporter ces résultats-là. Et on fait vraiment des accompagnements par projet, et je trouve ça hyper stimulant, quoi. C'est vraiment génial. Ouais, trop bien. Et donc pour toi, quelles sont les bonnes raisons d'utiliser l'IA en entreprise? Alors je dirais qu'il y a 2 patterns identifiés sur les avantages d'utiliser l'IA. Déjà, pour une entreprise, il y a la partie industrie en elle-même. Pour quel cas d'usage, eux, ils utiliseront l'IA et quelles avancées ils vont pouvoir faire avec, si stratégiquement ils veulent aller de ce point A à ce point B. Et booster à l'IA, ils vont pouvoir y aller peut-être plus vite et pouvoir faire encore plus de choses propres à leur métier. Puis ensuite, il y a une deuxième partie, c'est la partie employé. Pousser ses employés aussi à utiliser l'IA, ça va leur permettre de booster leur productivité, d'automatiser certaines tâches qu'ils ont à répétition, et donc de pouvoir aller plus loin, plus vite dans la mission. Et ça, c'est vraiment hyper utile, quoi, pour les entreprises. Ok. C'est quoi le format de l'alternance? C'est 3 semaines, 1 semaine, c'est ça? Oui, exactement. Est-ce que aussi Audencia, il vous accompagne un peu sur l'IA Oui, c'est vrai que j'ai remarqué depuis cette dernière année, on a 3 différents cours autour de l'IA. Une sur l'IA appliquée au marketing, Trop bien. sur la big data aussi. Et ça, c'est vraiment super parce que je trouve que c'est important en tant qu'étudiant maintenant de prendre cette compétence-là parce qu'elle sera essentielle dans les années à venir. Et ça vous fait aussi une différence hyper importante par rapport à d'autres candidats
qui n'ont pas eu la chance de pouvoir apprendre sur ces outils-là. Nous, je sais qu'on est assez touche à tout avec l'IA et on est beaucoup plus en avance que certaines d'autres entreprises. Donc, c'est important pour que l'école se mette aussi à la page et nous apprenne comment l'IA fonctionne. L'IA, ça date d'il y a avant aussi. On utilisait l'IA déjà pour la reconnaissance d'images. Et puis maintenant, ce dont on parle beaucoup, c'est de l'IA générative, donc conversationnelle autour avec ChatGPT et ces outils-là. Et donc, comment vous allez pouvoir l'utiliser. Alors, je sais qu'on est déjà très bon dans ces domaines-là. Et ce que je peux recommander aussi aux étudiants, c'est s'ils ont des stages, des apprentissages, c'est de ne pas hésiter à dire sur mon équipe, je vais chercher à automatiser des tâches en créant des agents. Et je trouve que ça vous donne un poids vraiment essentiel dans l'entreprise pour après vous distinguer des autres et faire en sorte que vous restez aussi dans cette entreprise-là, parce que recruter des jeunes qui ont cette compétence-là, c'est super. C'est vraiment génial. Est-ce qu'à Microsoft, tu as un projet qui t'a particulièrement marqué, dont tu peux nous parler, un moment marquant, je sais pas, où tu t'es dit, ah ouais, là, c'est vraiment un truc de fou ce que je suis en train de vivre? Je dirais que j'ai dû faire là dernièrement un pitch autour d'un concept autour de l'IA. Ce qu'on dit autour de l'IA, c'est que ça va devenir... aujourd'hui, on utilise l'IA plus conversationnelle, mais dans les années à venir, ce sera toi, ta mission et différents agents que tu vas pouvoir automatiser et qui vont pouvoir faire des tâches. Et donc, j'ai pu pitcher ce concept-là en amphithéâtre à Microsoft. Donc ça, c'était génial. Avec un collègue, on était 2. Et c'était une super expérience. Franchement... c'est toujours autour de l'oral, hein, finalement. C'est prendre... C'est ça, tu nous as dit que t'es arrivée timide et c'est ça, final, tu finis là, c'est incroyable, l'évolution. Franchement, j'étais super contente. Il y a toute la préparation en amont, comment tu vas raconter une histoire, comment tu crées des amorces, des points de contact dans ton pitch pour que tout le monde t'écoute. Et puis après, la restitution à l'oral avec un micro devant tout le monde. C'est un exercice très stressant. Mais en fait, le stress, après, t'apprends à le canaliser et puis ça devient une excitation derrière où après, t'es super content de le faire. Puis quand t'as les retours derrière, c'est génial, quoi. Donc, non, ça, c'était un super projet. L'exercice du pitch, c'était vraiment génial. Et donc, avec ta vie en alternance entre Nantes et Paris, comment tu fais pour entretenir ton réseau et tes liens sociaux ? Déjà, vous avez une promo. N'hésitez pas à garder contact à travers votre promo et des liens que vous avez tissés. Moi, j'ai été étonnée de voir à la sortie de mon bachelor que je garde contact encore beaucoup avec les personnes que j'ai rencontrées, qui sont tous des profils super différents. Et c'est super intéressant de pouvoir échanger sur comment évolue chacun. Et c'est des contacts pour après qui seront super utiles. Donc déjà, profitez de l'expérience Audencia pour garder ces contacts-là et faire votre relationnel. Bien sûr, du coup, ajoutez-les sur LinkedIn. On ne sait jamais si vous les perdez de vue. Utilisez beaucoup ce réseau. C'est hyper intéressant de développer son LinkedIn parce que c'est du marketing de soi. Il faut savoir dire ce que vous faites. Parce qu'il faut que les autres le sachent, en fait. Ils vont pas le savoir si vous le dites pas haut et fort. Et c'est important, du coup, de marketer son LinkedIn pour que les gens se rendent compte de tout ce que vous avez fait et de toutes les compétences que vous avez. Et en plus, derrière, par les recruteurs, c'est très apprécié. Et puis ensuite, sur les contacts, comment garder contact, sur chacune de vos expériences, profitez de ce réseau-là pour ajouter tout le monde, demander des recommandations, demander du feedback. C'est super intéressant. Et puis, pareil avec vos clients aussi, quand vous entendez bien avec eux, ajoutez-les. Voilà, ça vous permet de développer ce réseau-là et de se dire, j'ai ce carnet d'adresses que je vais garder et qui me sera utile tout au long de ma vie, quoi. Ok. Donc, on arrive bientôt à la fin. Mais si je résume, tu nous as dit que tu étais arrivée toute timide, qu'au final, tu t'es retrouvée à faire le tour des boulangeries dans toute la France, au final, pitcher devant tout Microsoft. Globalement, si tu devais faire une rétrospective de tout ce que tu as vécu à Audencia, comment est-ce que tu la qualifierais, ton évolution personnelle et même tout ce que tu as pu apprendre ces dernières années ? Je dirais que ces 5 années d'études, elles sont hyper enrichissantes parce qu'on part d'un point lycée où on est plutôt jeune et où on n'a pas toutes ces compétences-là et que chaque année d'études t'apportera quelque chose. Parce que sur ces années d'études, tu auras appris telle notion théorique déjà et telle
skill sur le terrain parce que tu auras fait tel stage avec cette entreprise-là. Et ça, c'est déjà génial. Et ta progression, tu la vois déjà au fil de tes années. Et même sur ce que je disais, toute la recherche de stage, t'apprends à parler de toi et à savoir pitcher, dire ce que tu veux, tu affines ton projet comme ça. Donc ça, c'est ce que je trouve, ce qui me marque, c'est que je suis partie plutôt d'un profil où j'étais sûre de vouloir faire du marketing. Oui. Petit à petit, avec mes expériences, avec ce que je vois. Tu découvres des choses, tu touches à des nouveaux domaines. Exactement, je me rends compte que j'aime bien le relationnel et que j'aimerais plutôt rester sur la filière commerciale. Pourquoi aussi, alors que pourtant au lycée... moi, j'étais une tomate rouge quand il fallait passer à l'oral, parce que au fil des années, tu te rends compte que c'est ta personnalité aussi d'aller vers les autres et que tu apprécies ça, quoi. Donc, sans ces années d'études-là, j'aurais pas pu développer ces skills pour être aussi à l'aise. Et puis, l'expérience professionnelle qui t'apprend énormément. Donc, la richesse d'Audencia aussi, c'est de nous laisser l'opportunité de faire du 2 mois, 4 mois, 6 mois de stage. L'alternance aussi, on est salarié à part entière, hein. C'est 2 ans où tu es salarié au sein de ta société, tu as une place à avoir et ça t'ouvre aussi des portes derrière pour potentiellement pouvoir rester aussi, quoi. Okay. Donc non, ça, ces années d'études, elles sont vraiment enrichissantes, c'est vraiment génial. Et tu te projettes où pour plus tard? T'as déjà une idée ou c'est peut-être trop tôt? Alors, c'est un peu la période, oui, on se dit qu'est-ce que je veux faire du coup. Soit potentiellement rester là où je suis, comme je te dis, je m'y plais vraiment. Ou sinon, pourquoi pas se dire de repartir aussi à l'étranger. On est un peu des profils où on part tous à l'étranger, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus démocratisé d'avant et c'est attirant parce qu'on a déjà fait aussi des échanges ou des stages. Et le faire maintenant, c'est se dire aussi... je le fais maintenant parce que j'ai pas encore d'enfants, voilà, et je peux partir et saisir l'opportunité. Et je recommande aussi, hein, c'est vrai que c'est une compétence aussi à avoir parce que ça vous ouvre vers les autres. Donc après, c'est top quand vous revenez en France, enfin, si c'est votre souhait, hein, parce que peut-être que vous allez vouloir rester toute la vie à l'étranger. Hein. Donc voilà, je me dis pourquoi pas sinon partir à l'étranger, que ce soit pour un CDI, soit repartir peut-être en voyage quelques mois, mais après je sais que je veux quand même rester après, trouver un CDI derrière, quoi. Ok, trop bien. Voilà. Et donc dernière question que je pose à tous les invités en fin de podcast, qu'est-ce que tu dirais à ton toi de première année? Une bonne question. Je lui dirais de pas avoir peur des choix qu'elle ferait, parce que avant je me mettais dans tous mes états quand il fallait faire un choix, parce que je doutais beaucoup sur si c'était la bonne chose à faire en fait. Donc, je me dirais, aie confiance en toi et dis-toi que si tu fais ce choix, c'est pour une raison et ça t'amènera vers quelque chose de super. Et que même si c'est un échec ou ça t'a pas plu, tu le sauras et c'est un learning pour après. Donc ça, c'est le premier conseil que je me dirais. Et puis après, je me dirais aussi, garde cette pêche au quotidien et ce dynamisme que t'as, perds pas ça parce que... c'est ce qu'on apprécie aussi chez toi et il faut que tu le gardes. Donc, je me dirais, voilà, fais-toi confiance sur tout ça. Trop bien. Eh bien, on arrive à la fin du podcast. Merci beaucoup, Anaëlle, d'avoir partagé ton parcours. C'était super inspirant, super intéressant. Merci, Gaspard. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de mettre la cloche et de commenter en nous disant quel type de profil vous voulez voir dans les prochains épisodes. C'était Waze et à bientôt. Salut tout le monde.